toutes les femmes du monde apprenaient à lire, écrire, avaient le droit de faire des études, d'exercer un métier et connaissaient leurs droits, le développement social, économique et politique de leur pays serait accéléré. C'est avec cette réflexion de plan international que je vous souhaite la bienvenue sur Boulevard des femmes. Les déviances comportementales sont désormais monnaie courante dans nos sociétés et Boulevard des femmes a tenté de savoir ce qui ne va pas et comment prévenir ces déviances. Vous aurez les réponses à ces questions tout au long de cette émission. Mais avant, installons notre invité du jour. Elle s'est donnée pour mission d'informer, d'éduquer et de sensibiliser les jeunes et adolescents sur les questions de santé sexuelle et de reproduction. Christelle Maillard Assogba est l'auteure de l'ouvrage « Les ados veulent savoir », fondatrice de l'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé Afrique, APESA. Son ambition est de développer une dynamique affective des jeunes à la prise en compte dans leur quotidien du respect de soi, du respect de l'autre et de la responsabilité. Au-delà d'une passion, APESA est pour Christelle Maillard un creuset pour aider les jeunes à forger leur personnalité et à engager leurs responsabilités en ce qui concerne l'avenir des générations futures. Elle s'est totalement engagée dans la révolution qui s'opère autour de la question de l'éducation de la jeunesse béninoise. Et sa détermination à aller jusqu'au bout est très bien appréciée de ses proches. Elle est très rigoureuse et bien évidemment passionnée par ce qu'elle fait. Toujours au service des adolescents et jeunes. Et sa rigueur fait que ce n'est pas évident que nous, en tant que collaborateurs, on la comprend facilement. Mais quand on réfléchit, on pousse un peu notre vision sur le long terme, on comprend que c'est des enjeux. Et ces enjeux, par rapport à cela, il vaut mieux de la rigueur. Parce que toute organisation, vraiment pour avancer, a besoin de rigueur. C'est une fille que nous avions éduquée, sa maman et moi, avec beaucoup de rigueur. Et j'ai du plaisir à la voir évoluer. Et sincèrement, j'aime la soutenir dans ses actions parce que nous avons vu que ce que nous avons voulu faire d'elle, ça a pris. C'est une fierté. Ça, je vous dis, c'est une fierté. Toutes mes filles, d'ailleurs, si elle n'était pas ma fille, je ferais comme je fais pour d'autres, aller vers elle et les féliciter, féliciter les parents. Vous savez, tout ceci se fait comme ça à cause de l'éducation de base. Christelle Maillard Assogba, pendant longtemps, elle n'a pas voulu qu'on sache qu'elle est née à Assogba. Mais nous, sur Boulevard des Femmes, on est allé dégoter le papa qui s'est exprimé à son sujet. Et elle est surprise et elle en sourit. Bonjour Christelle. Bonjour cher ami. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Oui, c'est vrai que vous êtes revenue d'un voyage toute fatiguée et on n'a pas voulu vous laisser reposer parce qu'il se peut que vous partez à tout moment. C'est vrai. Et nous, on ne veut pas rater l'occasion de vous avoir avec nous. C'est vrai. Mirabelle, à quoi vous allez? Je me porte à merveille. Bonjour Christelle. Bonjour Mirabelle. Voilà, parler de sexualité avec les jeunes, c'est facile? J'ai envie de dire oui, mais il y a des conditions. Les conditions, c'est l'environnement, c'est la base. Il est clair que quelqu'un avec qui vous n'êtes pas habitué, il y a certains sujets qui seront difficiles à aborder dès le premier contact. Il en est de même pour les questions de sexualité. C'est pour cela qu'on dit aux parents, en définissant la sexualité comme étant tout ce qui porte à la différenciation sexuelle, que ce sont des sujets ou ce sont des sujets qu'on devrait pouvoir aborder avec l'enfant dès la petite enfance, dès que l'enfant se met à marcher, dès que l'enfant se met à comprendre. Parce que c'est en ayant un environnement favorable au dialogue qu'on arrive, tant le parent que l'enfant, à aller sur les sujets délicats. Et par abus de langage ou par manque de connaissances, quand on parle de sexualité, le commun des mortels pense que c'est le sexe en tant qu'organe de reproduction, le sexe en tant qu'organe de plaisir.
Qu'on met dans la sexualité. Qu'on met dans la sexualité. Or, la sexualité, le sexe en lui-même est l'élément de différenciation, comme je l'ai dit à l'entame, mais le rapport sexuel est la dernière chose qu'on aborde parce qu'il y a un préalable pour qu'un individu, qu'il soit femme, homme, garçon ou fille, aille au sexe. Alors, certainement qu'au cours de cette émission, nous allons vous demander de nous donner un petit cours sur la sexualité. Avec grand plaisir. On en prendra de la graine, ça c'est certain. Mais dites-nous, cette vocation, comment est-ce que vous l'avez eue? Pourquoi cette vocation? Qu'est-ce qui vous motive, vous passionne autant à parler de sexualité avec les jeunes? Je crois que j'ai eu la chance d'avoir des parents, bien qu'étant rigoureux, assez ouverts. Et mon père il en est pour beaucoup en réalité. Parce que la première fois que j'ai ramené un homme à la maison, si je peux parler en ces termes, je sortais et puis il me rappelle et puis il me dit au fait, tu penseras à mettre un préservatif, hein, parce que le sida, ça existe. Directement comme ça. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. Et on n'a jamais, c'est-à-dire que contrairement à ma mère qui est tout le temps en train de soupçonner que tu es allé faire je sais pas quoi et te menace de tout et de n'importe quoi, maman, hein? Lui, il n'a jamais abordé ce sujet. Et le jour-là où je demande la permission d'aller à la plage avec le mec, il l'autorise et il me dit, tu n'oublieras pas de mettre un préservatif. Lui, il n'a même pas eu peur de la grossesse. Hein. Lui, il ne m'a pas parlé de grossesse. Hein. Il m'a parlé du sida. Mais ça m'a fait un truc. Et quand je suis revenue de ma sortie, il me fait avec un grand sourire. Alors, ça a été? Je dis, mais il est fou. Donc, ça m'a refroidi. Pendant 1 an, j'ai côtoyé cette personne sans qu'on ait eu du sexe. Parce que, en fait, en même temps, il m'avait appris que c'est quelque chose d'intime. Et il casse mon intimité en me disant... Mais un préservatif. Donc, je me dis, à chaque fois quand je sors et je sais qu'il sait que je suis avec la personne, je me dis, il doit être en train de se faire des films ou à se demander est-ce qu'elle a mis le préservatif. Et du coup, ça a sûrement été un frein. Ça a été un grand frein. Donc, après, je suis allée m'installer en France et en rentrant pendant les vacances, je me rends compte qu'à chaque vacances, la situation de la jeunesse est encore pire. Tu entends toujours les parents qui se plaignent ou des scandales dans les écoles. Ah, les enfants, ils ont fait ci, ah, ils sont pas sérieux. Et je me suis dit, mais attends, ce qu'on dit qu'ils ont fait là, nous, on a fait pire, mais ça n'a pas été su. On a su le faire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus criard? Parce que, qu'on se dise la vérité, les mots dont souffre la société aujourd'hui ne sont pas des mots nouveaux. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a d'autres préoccupations qui font que... sont beaucoup plus informés. Merci. Qui font que ces sujets font la une. Ne sont plus des sujets tabous. Voilà, donc je me suis dit, ah ben là, en fait, en réalité, c'est qu'il y a un problème. Donc le premier problème, c'est le dialogue. Donc j'ai fait d'abord un diagnostic. Et à travers le diagnostic, j'ai essayé d'identifier, est-ce que c'est une problématique vraiment nouvelle? Si elle était là, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que ça devient un grand problème? Quelle est la place de la religion, la place des parents, la place de la communauté dans tout ce que nous déplorons aujourd'hui comme comportement auprès de cette jeunesse-là? Et c'est ça qui m'a emmenée à dire, si moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis quand même de vivre mes expériences, je ne dirais pas que je n'ai pas fait des erreurs, j'en ai fait. Mais ce que moi j'ai surtout retenu de ces erreurs, c'est que j'ai toujours eu mes parents à côté de moi pour m'aider à me lever et à avancer. Et j'ai envie de donner cette opportunité-là aussi aux enfants et aux parents. Franchement, hein, c'est très important de pouvoir parler de sexualité. Moi, je me souviens, je n'en ai jamais parlé avec mes parents. Mais quand même, à l'école, on a l'habitude d'en parler entre nous, entre camarades. On se disait des choses, peut-être sans en connaître vraiment la portée. Et c'est ce qui paraît dangereux quand c'est à l'école que tout petit, on entend parler de la sexualité. Parce que ceux qui vous le disent n'ont pas tellement d'expérience, ne savent pas ce qu'il faut enseigner à leurs camarades. Ils disent des choses qui vous amènent peut-être à vous induire en erreur. Et quand vous parlez tout à l'heure qu'il faut échanger avec les enfants, à quel âge parler de la sexualité avec les enfants? Là, vous êtes encore en abus de langage. Parce que la sexualité...
C'est dire à sa fille, tu dois te brosser les dents avant d'aller à l'école. C'est dire à sa fille, tu ne dois pas mettre un collant trop serré. C'est dire à sa fille, tu ne dois pas t'asseoir et écarter les fesses. C'est dire à sa fille, mais qu'est-ce que tu as envie de faire demain? C'est dire à sa fille, oui, même si tu es une fille. Tout ça, c'est la sexualité. Wow. Parce que j'ai dit à l'entame que la définition simple de la sexualité, c'est tout ce qui porte à la différenciation sexuelle. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que vous et moi, quand on nous voit tout de suite, on est une fille ou on est une femme, qu'on n'est pas un garçon? Ce sont nos caractères sexuels extérieurs. On a des seins, on a un bassin développé. Le garçon, il a son sexe et tout ça. Donc c'est le sexe qui est la première chose qui différencie un homme d'une femme. Et donc, la sexualité, c'est tout ce qui porte à cette différenciation. Et dans cette différenciation, aujourd'hui, ça a évolué. On parle du genre, qui fait qu'on a des normes qui sont sociétales et qui limitent la femme par rapport à l'homme. Donc, la sexualité, c'est pas parler de sexe. Dans la sexualité, selon l'UNESCO, aujourd'hui, nous avons 5 grands thèmes. Et ces grands thèmes tournent autour de l'anatomie et du développement du corps. Parce qu'on ne peut pas demander à un enfant de savoir user de son corps et de ses sentiments si on ne lui a pas appris à connaître son corps et à reconnaître ses sentiments. Donc la première chose d'abord, c'est l'anatomie et le développement du corps. Après ça, il y a la notion du comportement. C'est quoi le comportement? Donc il y a les normes socioculturelles. Ce qui est autorisé au Bénin n'est pas forcément autorisé au Togo, tout près par exemple. Ce qui a l'air normal chez nous peut ne pas l'être. Il y a un phénomène très simple, hein. Le mariage précoce dont on fait la lutte aujourd'hui, pendant des années, pendant des siècles, ça a été un phénomène culturel. Et aujourd'hui, on le combat parce que il y a des conséquences sur le développement de la fille. Mais vous allez dans ces contrées-là et vous venez pour dire, il ne faut pas marier vos enfants. Ils vont vous dire, mais attendez, vous voulez la honte sur ma famille. Donc, tout ça fait partie de la sexualité. Dire à sa fille, non, tu peux être maçon, on ne va pas se moquer de toi, moi je suis fière de toi, parce que c'est ce que tu as envie de faire, c'est ta passion. Ça fait partie de la sexualité. Dire à ta fille, tu as le droit de rechercher du plaisir quand tu vas au sexe avec un homme, parce qu'aller au sexe, c'est d'abord pour rechercher du plaisir, et après tu peux faire le choix d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Tout ça, c'est la sexualité. Donc, en parler, c'est dès le bas âge, comme je l'ai dit. Et moi, je dis aux parents, souvent, il y a des petites astuces, hein. Votre enfant de 4 ans ou votre enfant de 3 ans qui va à la garderie, donnez-lui l'opportunité de choisir ce qu'elle va porter. Donnez-lui l'opportunité de dire ce qu'elle a envie de manger. Donnez-lui l'opportunité de vous dire qu'elle est fâchée contre tel ami ou tel autre. C'est en créant cette base qu'elle a 3 ans, qu'elle a pris l'habitude jusqu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qu'à 14 ans, à 15 ans, quand un garçon lui dit des mots soi-disant doux, qu'elle puisse venir vous dire « Ah, maman, ah, papa, tu connais pas la meilleure, hein. Tel garçon m'a dit telle chose. » Parce que la base existait déjà. Mais si cette base n'a jamais existé, et c'est à 15 ans que vous venez dire « Ah, toi là, tu ne me parles jamais de ce que les garçons te disaient. » Vous en êtes arrivé où? À quel moment est-ce que vous êtes arrivé à ce qu'on doit parler de ça? Ah oui, ça c'est vrai. Alors dites-nous, il y a déjà quelques années que vous êtes dans cette mission de parler de sexualité, de faire découvrir la sexualité aux jeunes et aux adolescents. Avez-vous souvent le retour des parents de ces jeunes et adolescents? Oui. Il faut dire que dès le début, souvent les parents sont réticents. Et c'est normal. La peur de l'inconnu, ça c'est quelque chose de normal. Mais vous avez vu, tel que je vous ai expliqué, terre à terre ici, avec des exemples à l'appui, les parents adhèrent, ils se disent, mais où est-ce que vous étiez depuis longtemps et je ne vous ai pas rencontré ou je n'ai pas eu l'opportunité de discuter de ça parce que ce n'est pas ce que nous, on en pense. Nous, on a toujours eu peur de parler de ces sujets parce qu'on ne sait pas comment le prendre ou les enfants n'ont pas envie de parler. Ça, c'est au niveau des parents. Au niveau des enfants aussi, ils se disent, oui, ben, le jour où papa pose une question, maman pose une question, c'est qu'il y a un piège derrière. Et tu ne sais jamais comment répondre parce que tu ne sais pas les retombées que cela aura. Donc, le besoin est là. Mais ce n'est pas une baguette magique qu'on peut venir, on va dire tac, 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 abracadabra, et puis ça change. C'est une construction. Et cela demande qu'il y ait un environnement favorable. Et cet environnement, ça commence par le dialogue. Donc, les parents, souvent, vous sollicitent aussi de part et d'autre à venir à la maison ou à rencontrer leur enfant pour discuter avec eux. Exactement. On a ces sollicitations-là. À suivre vos explications, on pourrait aisément dire que quand l'enfant n'est pas préparé dès le bas âge, ça peut amener à ce qu'on appelle les déviances comportementales. Bon, moi j'ai souvent du mal avec le mot déviance parce qu'il est assez péjoratif et il est assez subjectif. Parce que la définition de la déviance, c'est un comportement qui va à l'encontre des normes d'une société. Oui. Donc ce qui est déviant, comme je le disais à l'entame, ce qui est déviant chez nous n'est pas dit déviant ailleurs.
D'accord? Mais toujours est-il qu'il est important de donner un repère à son enfant, de donner une base à son enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la technologie, l'éducation que nous devons donner à nos enfants doit être une éducation basée sur l'exemplarité. Ce n'est plus l'éducation de « fais ce que je te dis ». Exactement. Mais aujourd'hui, c'est l'éducation de « fais ce que je te dis et ce que je fais ». Donc, si ce que je fais est contraire à ce que je dis, on éduque beaucoup plus par le comportement aujourd'hui de toutes les façons. Donc nos enfants nous observent. Ils voient nos mimes. Et si nous sommes un repère, et que nous sommes un bon repère, parce qu'il y a des parents qui ne sont pas des repères, je suis désolée de le dire. Ça, c'est la vérité. Et si nous sommes de bons repères, l'enfant résiste à l'influence extérieure. Parce que l'influence extérieure, vous n'y pouvez rien. C'est la nature qui est ainsi faite. Hier, j'expliquais à un parent que la crise d'adolescence, c'est quelque chose que chaque parent doit intégrer et accepter. L'adolescence, on en parle en termes de crise. Donc, c'est un moment qui est difficile, où l'enfant est perturbé, et le parent doit se mettre dans cette optique-là pour comprendre certaines réactions, pour ne pas se retrouver en affront avec son enfant. Et justement, c'est à partir de cette période que nous remarquons ce que nous on a mis sous le vocable déviance comportementale. Et la plupart du temps, on se retrouve avec des divorcés sociaux, puisque le terme aussi existe en sociologie. Avez-vous déjà eu à travailler avec ces cas? Oui, mais la complexité, vous l'avez dit tantôt, vous avez utilisé le terme sociologie. Tout ce qui touche à la sociologie, à la psychologie, demande du temps, puisque c'est un changement comportemental. Et les différentes étapes pour un changement comportemental sont très longues. Parce que dans le changement comportemental, il y a déjà la nécessité pour la personne à qui vous voulez faire changer de comportement, qu'il prenne conscience que le comportement qu'il avait n'est pas le comportement idéal et qu'il se décide à le changer. Et une fois qu'il décide de le changer, il doit pouvoir résister à l'influence extérieure. Et c'est une fois avoir résisté à l'influence extérieure qu'il se retrouve dans la posture du maintien. Et là, si le maintien, excusez-moi du peu la tautologie, est maintenu, on peut dire que le comportement est atteint. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce système d'accompagnement psychologique qui puisse permettre que ces divorcés sociaux puissent être considérés et qu'on leur consacre le temps nécessaire pour comprendre, parce qu'on ne devient pas un divorcé social de fait. Vous prenez un adolescent lambda qui se met à fumer, par exemple, ou qui fume, il va vous expliquer que c'est peut-être parce que l'ami qu'il fréquente lui a dit que quand il fume, il est plus à l'aise, il peut étudier facilement et tout, et que c'est comme ça qu'il a commencé. Quelqu'un d'autre va vous expliquer que c'est son père qui fume et que lui aussi s'est mis à fumer. Quelqu'un d'autre va vous expliquer que c'est un refuge. En fait, chaque cas est différent. Donc ça demande une prise en charge personnelle. Et ça, on n'a pas encore Parlant de prise en charge, aujourd'hui. Mirabel Akwaki a rencontré quand même pour nous une spécialiste, des gens qui se sont spécialisés dans le domaine pour discuter psychologiquement et sociologiquement avec des personnes de ces questions. Alors, les déviances comportementales, comme on vient de le dire sur le plateau, ce sont des manières qui vont à l'encontre des normes établies par une société. Et dans toutes les sociétés, elles existent d'ailleurs à des degrés différents, avec des comportements différents également. Avec le professeur Sylvie Deschacus, nous essayons de comprendre le processus qui conduit à ces déviances et comment les prévenir. Chaque société définit des normes qui lui sont propres. Et donc, c'est selon ces normes-là que la société fonctionne, agit. Et lorsque un membre de cette société ou de cette communauté se met en décalage, en déphasage avec les normes prescrites par la société, là, il va en désaccord. Et donc, on peut dire qu'il est déviant. Les déviances comportementales que nous observons, par exemple, dans la société française, ce n'est pas les mêmes déviances que nous observons chez nous. C'est selon les normes que la société elle-même s'est fabriquée, s'est définie.
Il y a la déviance sexuelle. Par exemple, on parlera de comportement des homosexuels. Vous savez, ailleurs, on ne parlerait pas de déviance sexuelle là, si on parle d'homosexualité, mais chez nous, c'est une déviance, c'est perçu comme tel. Puisque ça n'entre pas, ça ne cadre pas avec les normes que nous, notre société, globalement, s'est définie. Selon la théorie axée sur l'éducation déviante, c'est selon les failles, les ratés dans le processus d'apprentissage, dans l'éducation de l'individu, qu'il développerait des comportements déviants. Nous avons la calomnie, des médisances, des pots de banane que les gens se piègent, l'hypocrisie, la sournoiserie. Lorsque, au cours de votre éducation de base, vous n'aviez pas pu développer une confiance en soi bien enracinée, une estime de soi bien développée, ce n'est pas aisé. Ça peut se passer dans une crèche-garderie s'il n'y a pas un bon suivi. Votre enfant, c'est peut-être une petite fille qui peut subir des attouchements. D'accord? Ça peut être la nounou qui va exercer des violences inouïes sur votre enfant. Par exemple. Et l'enfant, parfois, c'est des violences qui ne laissent pas des séquelles visibles sur le plan physique, mais qui laissent des séquelles psychiques. L'enfant grandit avec et après, ça fait des refoulements. Et un enfant qui a grandi dans un environnement paisible, une famille qui véhicule de bonnes valeurs, vous constatez, l'enfant en grandissant, en âge adolescentaire, qui développe des comportements agressifs. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il ressemble à qui? Et en fouillant, en allant chercher loin, parfois, on se rend compte que c'était au tout premier âge que l'enfant a subi des situations qui ont laissé des séquelles et qui, après, se laissent s'extérioriser à travers des comportements déviants. Il faudrait que les parents sachent qu'ils doivent faire beaucoup attention au type d'attitude et de comportement qu'ils développent en présence de leurs enfants. Ça peut arriver des conflits familiaux, mais il faudrait que les parents évitent d'exercer ces conflits-là, ces disputes en présence de leurs enfants. Par exemple, critiquer l'autre parent devant les enfants, vice-versa. Veillez à véhiculer et transmettre aux enfants les bonnes valeurs pour une meilleure construction identitaire. Parce que c'est l'identité qui forge l'homme. Les groupes, des corps des métiers, des ouvriers, on n'en parle pas souvent. Ils sont plus que utiles pour la société. Ils ont un savoir-faire dont nous avons besoin pour avoir un toit qui va nous abriter. Mais, malheureusement, c'est au sein de ces groupes qu'on constate qu'ils sont vraiment dans des déviances énormes. Ils ont un savoir-faire, mais malheureusement, ils n'ont pas un savoir-vivre souvent et un savoir-être. Le gouvernant pourrait leur apporter à travers des types de formations de l'apprentissage tout au long de la vie pour leur apporter ce qui leur manque, qui relève du savoir-vivre et du savoir-être.
ce qui va véritablement aider au recul des déviances, c'est travailler à reconstruire une bonne mentalité béninoise. C'est ma conviction. Il y a tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons faire pour notre société, tout est dans le mental. Et le mental du Béninois, c'est quelque chose qui reste à repenser. Le mental du Béninois est quelque chose qui reste à repenser. Mirabel Akwaki, ça vous fait quoi? Christelle Maya, Vous retournez la question. oui, je me réfère à vous en vous demandant ce que vous inspirent les propos du professeur Sylvie Deschacus. Mais ces propos me réconfortent parce que cela va dans la même ligne droite que tout ce qui a été dit préalablement. Et il est vrai que tout part du mental, mais le mental se construit, il se forge. Et si on parle de l'enfant, il y a une base qu'il faille lui donner. Et elle a souligné les valeurs. Et dans l'éducation à la sexualité ou l'éducation à la santé sexuelle que nous avons introduit dans le programme scolaire béninois grâce au financement du Royaume des Pays-Bas, il y a un thème valeurs, attitudes et comportements. Et ces valeurs-là, justement, ramènent à la notion de repère dont j'ai parlé préalablement. Et ces valeurs reposent sur l'éducation que l'enfant reçoit à la maison. Le docteur Deschacus a dit quelque chose de très pertinent. Vous savez, que vous-même vous ayez votre enfant, à qui vous dites, mon nuignon, mais qu'à djienyon, comment voulez-vous que votre enfant, il ait confiance en lui, qu'il ait envie ou qu'il ait à l'esprit qu'il doit bien se comporter? Quand vous, qui lui avez donné la vie, vous lui dites qu'il ne sera jamais rien, qu'il n'est rien et qu'il ne pourra jamais être quelque chose. Et ça, nous voyons ça tout le temps dans notre société. Même des fois, nous-mêmes, on se retrouve à dire « Oh, mais tu es bête ». De manière à oui, mais le problème est que l'enfant capte. L'enfant capte. C'est comme vous-même là. Si vous venez au boulot tous les jours et que vous avez un ami, même en rigolant, vous dit « Tu n'es pas belle, hein, je ne rigole pas. Hein. » Ou après, il dit « Je rigole. » À un moment, ça va vous atteindre. Alors, comment arriver à reconstruire le mental, comme elle le disait? Ben, ça, il faut qu'on parte des adultes. Puisque ce sont les adultes qui transmettent. Et donc, cela emmène à une prise de conscience du parent. Il faut éduquer les adultes. Oui. Mais c'est pour ça que APESA s'est mis dans une posture où nous accompagnons tant les adultes que les enfants. Pourquoi les adultes? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez votre fille de 5 ans qui côtoie APESA, à qui on a appris que son corps est sacré. D'accord? Et du fait que son corps soit sacré, il ne faut pas qu'elle soit dénudée. Alors elle rentre, parce que vous n'avez pas envie d'avoir trop de linge à laver. Elle se change, parce qu'elle s'est salie à l'école, et elle veut mettre une nouvelle robe. Et vous lui dites, non, il faut mettre une culotte, et t'es roulé dehors. Ça va en contradiction avec ce que nous, on lui apprend, ou on lui a dit que son corps doit être protégé. Mais vous pensez que c'est juste la zézette qu'elle doit protéger. Mais à quel moment elle prend conscience qu'autant la zézette que la poitrine ou que les seins Doivent être protégés. Wow. Donc il faudrait que moi je vous informe que votre enfant... Et vous venez de m'informer. Alors, quand on parle de déviance comportementale, quelles sont les plus observées au Bénin, par exemple? Bon, comme moi je dis, si on va prendre notre culture béninoise, notre société, on va dire que l'accès au sexe ou l'exploitation des organes sexuels est devenu quelque chose très facile et que c'est très marchandé aussi puisqu'on parle aujourd'hui de la prostitution en milieu scolaire avec les tontines sexuelles et tout ça. Et qu'aujourd'hui, avec l'éthique, on a les sextapes. C'est plus de ça qu'on souffre, sans oublier les multipartenariats. Après, il y a les consommations de drogue et de tabac qui ont une conséquence sur le comportement où vous retrouvez les enfants à avoir
des rapports sexuels à plusieurs, ensemble, ce qu'on appelle des partous et tout ça. Voilà, c'est plus ces choses-là qu'on entend dans les milieux scolaires ou extrascolaires. Alors, à quelle proportion la jeunesse est-elle touchée? La problématique varie d'une contrée à une autre. Mais quelle que soit la proportion, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas bien. Et vous pensez qu'on a vraiment besoin de s'approprier ce terme-là au Bénin? Je suis mal à l'aise par rapport au mot déviance parce que tout de suite que vous traitez un enfant ou vous dites à un enfant qu'il a un comportement déviant, c'est péjoratif. Donc vous l'enfermez tout de suite dans une case, en fait. D'accord ? Moi, je préfère encore des comportements inappropriés. Mais l'enfant, il a appris ces comportements inappropriés où? Donc, qu'est-ce qu'on lui a montré pour que lui-même, il prenne conscience que ce comportement est inapproprié? C'est pour ça que nous, on travaille plus sur les questions de respect de soi, de respect de l'autre, de responsabilité, d'estime de soi, d'amour pour soi. Voilà, j'encourage plus mes collaborateurs, en tout cas, nous, notre politique, comme je dis, et ça est certainement lié à l'éducation que j'ai reçue, nous, on n'est pas dans le jugement, on ne juge pas. Comme je vous ai dit, moi, mon père, il ne m'a jamais dit non, il ne m'a jamais rien interdit. Quand tu viens, tu lui dis tu veux faire quelque chose, il va te dire juste les conséquences de ce que... Il va te demander si tu as conscience des conséquences. Si tu dis oui, il te dit ok, vas-y, fais-le. Aujourd'hui, le nécessaire est qu'il faille ressortir chez l'enfant, l'adolescent, quel que soit le niveau où il se trouve dans son processus de développement, la nécessité pour lui de cultiver ce qu'on appelle l'amour propre. Et en ayant l'amour propre, il gagne l'esprit de lui-même et après on lui apprend la responsabilité. À ce moment-là, quel que soit l'environnement dans lequel il va se retrouver, il aura un comportement exemplaire. Et puisqu'il n'existe pas de structure étatique, par exemple, pour accompagner les enfants victimes de ces déviances entre griffes, quelle doit être la responsabilité des ONG et de chacun dans la lutte et même de l'État même? En fait, je ne dirais pas officiellement qu'il n'existe pas de structure. Les structures existent, mais juste qu'il n'y en a pas assez et qu'elles ne sont pas forcément connues. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui se fait par le ministère de la Microfinance et des Affaires sociales où on prend vraiment en compte la protection du droit de l'enfant. Les services des centres de promotion sociale sont là. Mais, comme je l'ai dit en entame, il n'y a pas assez de personnes qualifiées, disponibles pour accompagner ces cas-là. Les ONG, comme nous faisons notre part. Mais comme je dis, ce n'est pas une baguette magique où le résultat va se faire ressentir au bout d'une semaine ou de 2 semaines. C'est un travail de longue haleine. C'est tous ensemble qu'on pourrait y arriver. Et c'est grâce à des opportunités de plateaux comme les vôtres que nous pouvons aussi attirer l'attention des parents. Justement, le plateau Boulevard des femmes est offert à cette cause-là parce que nous estimons que l'éducation doit se faire à la base et surtout aussi pour nous les femmes, puisqu'on parle aussi du droit des femmes. Et s'il n'y avait pas ces éducations, on n'aurait pas des cas de personnalité féminine que nous voulons aussi suivre nous autres. Et parlant justement des cas de personnalité féminine, nous avons aujourd'hui une dame, la première femme et la première africaine qui dirige l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est elle que nous allons découvrir dans Femmes en Vogue. Ngozi Okonjo-Iweala est une femme politique nigériane possédant également la nationalité américaine. Née le 13 juin 1954 à Ngwashi-Oku dans le delta du Niger, d'une professeure de sociologie et d'un professeur d'économie, elle effectue ses études supérieures aux États-Unis à l'université Harvard et au Massachusetts Institute of Technology. Ses parents sont des chefs traditionnels au rang royal. Elle est mariée à Ikemba Iweala, neurochirurgien avec qui elle a 4 enfants, notamment l'écrivain Uzodimma Iweala. Ministre des Finances du Nigeria de 2003 à 2006 et de 2011 à 2015, elle s'attelle à réduire la corruption et la dette publique. Elle a d'ailleurs été classée parmi les 8 femmes combattantes anticorruption de Transparency International qui inspirent. Elle a aussi été ministre des Affaires étrangères, puis directrice générale de la Banque mondiale. Ngozi a plusieurs fois été victime de coups bas en raison de son affiche politique. Sa mère a été enlevée alors qu'elle était ministre, un message fort émanant de ses adversaires. Mais elle a su survivre à toutes ces eaux troubles.
En février 2021, elle est nommée directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. À 66 ans, elle sera la première femme, mais aussi la première africaine à occuper ce poste. Elle a pris fonction le 1er mars 2021. La nouvelle directrice générale de l'OMC figure également dans le classement des 73 influenceurs d'affaires brillants dans le monde établi par Condé Nast International. Ngozi Okonjo a reçu plusieurs prix et distinctions. Cette dame de fer est très attachée à la culture africaine et fait preuve d'un patriotisme farouche, affichant son identité nigériane par son style vestimentaire. Son parcours assez inspirant fait d'elle un modèle pour la jeune génération. Christine Lagarde dit qu'elle va faire bouger les choses. Et elle, vous l'avez découvert, c'est Ngozi Okonjo-Iweala, la première femme, la première africaine à diriger l'OMC. Anita Makos, bienvenue avec nous. Merci Lislaine. Alors, moi j'ai envie de dire qu'elle vient de réaliser un exploit, enfin, un double exploit, parce qu'elle est la première femme à accéder à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Et ensuite, elle est la première africaine, parce qu'avant elle, il y avait eu 6 différentes nationalités. Donc déjà, je trouve que c'est un exploit. Elle a 66 ans. Je pense quand même que dans certains pays, à cet âge-là, on va en retraite. Mais elle est toujours au taquet. Et je crois que sur la base de son combat par rapport au développement économique, elle arrive quand même à un bon niveau. C'est un modèle, c'est un exemple qu'il faut absolument suivre. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son profil, Anita? Alors, je pense qu'elle a été quand même 2 fois ministre du Commerce au Nigeria. Ensuite, elle est quand même une femme une femme chevronnée sur les questions de développement économique. Je pense qu'elle a quand même le bagage intellectuel qu'il faut. Donc, cette affaire de bagage intellectuel revient, c'est-à-dire qu'il faut toujours quand même aller à l'école. Il faut que les filles aillent à l'école, qu'elles aient un certain niveau, qu'elles aient aussi en griffe une passion quand même pour un sujet. Parce que je pense que c'est parce que Ngozi est quand même passionnée d'économie que ça l'a quand même motivée à continuer sur la lancée sur laquelle elle a commencé. Et qui la porte quand même très loin aujourd'hui. Mais quand même, les rumeurs, comme on le dit, se sont élevées en son temps, au temps de sa nomination, où on a dit une grand-mère à la tête de l'OMC. Elles ne sont pas grand-mères, c'est déjà ça. C'est dans la tête que ça se passe. Si elles se sentent à point, si elles pensent qu'elle est... Enfin, je ne veux même pas d'ici. Je pense qu'elle est convaincue de pouvoir y arriver. En tout cas, ouais. Et donc, ce que les gens se disent, vous savez, on n'en fait rien. Et il n'empêche que cette façon de stigmatiser une personne, peut-être a quand même son effet psychologique. C'est Maya. Tout part de la confiance qu'on a et de l'idée qu'on a de soi. Après, comme elle a dit, hein, si on doit se limiter à chaque fois à ce que les autres disent de nous, on n'avancerait pas. Et ça rejoint un peu ce que je disais à l'entame. Les mots que nous adressons à nos enfants pour les féliciter ou les décourager constituent en fait leur personnalité plus tard. Donc, Madame Ngozi, elle n'est pas arrivée là par hasard. Cela ne voudrait pas dire que les critiques ne la touchent pas. Pas du tout. Il y a eu des critiques. Oui, il y a eu des critiques même d'étonnement au temps où elle a quand même été à certains postes et tout, mais bon, il n'y a jamais eu de poursuite contre elle. On suppose donc que ce sont des critiques qui ne sont pas avérées. Et donc, elle fonce quoi. Dans sa tête, elle se sent jeune, elle est passionnée de la question. Alors, pourquoi ne pas lui confier la tâche si elle peut? Et il faut retenir aussi que le fait qu'elle soit une femme a quand même permis à beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres personnalités de la défendre quand ces critiques ont fait les choux gras des médias. Oui, et il faut dire qu'elle valait aussi... Elle faisait le poids parce que l'administration de Biden a eu à soutenir sa candidature. Elle était déterminée. C'est pourquoi à un moment, il faut pouvoir se défaire des préjugés sociologiques. Comme on dit, elle est grand-mère, elle est ceci. Si elle se sent apte à le faire. Et elle a fait ses preuves aussi, je pense. Oui, il y a plusieurs reprises.
Il faudrait que nous, les femmes aussi, on ne perde pas de vue la nécessité. C'est vrai, des fois, on parle de la discrimination positive, mais c'est toujours plus facile quand même quand on a eu à faire ses preuves. Bagage qu'il faut. Voilà, et que c'est plus facile de se faire pousser au lieu de dire, bon, je suis une femme, pourquoi ne pas penser à moi parce qu'il n'y a pas de femme. En tout cas, Ngozi Okonjo-Iweala, dont le nom est très difficile pour Anita, est une femme qu'on doit vraiment féliciter. Elle fait vraiment de l'exemple pour nous. La fierté des femmes. Voilà. Christelle Maya, vous aimez la lecture? Ouais. Comme ci, comme ça. Je lis beaucoup plus ce qui est orienté vers la sexualité aujourd'hui. En tout cas, si c'est ça, sur Boulevard des Femmes, vous serez satisfaite. Parce que celle qui nous présente la rubrique Tache d'encre, elle aime également des gens de ces lectures. Aujourd'hui, elle nous parle de Babingo au nom des acculturés. D'accord. Là, on parle de la scolarisation, okay, de l'éducation et tout ça. Okay. Babingo au nom des acculturés, c'est la lecture que nous propose aujourd'hui Carmen Toudonou dans Tache d'encre. Bonjour mesdames, messieurs, votre rubrique Tache d'encre présente aujourd'hui ce roman qui s'intitule Babingo au nom des acculturés du béninois Moussibao Mazou. Cette œuvre qui paraît en 2018 aux éditions du Flamboyant à Cotonou présente, comme son titre l'indique, un réquisitoire contre l'acculturation. L'auteur est docteur en économie du développement, ancien vice-directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle. Le roman de Moussibao Mazou pose la problématique du rôle des langues nationales dans le développement des pays africains. L'histoire est celle d'Alex Babingo, jeune garçon unique d'une famille d'évolués congolais des années 60. Elle est aussi celle de Tessa, voisine d'Alex, qui parviendra à convaincre celui-ci d'apprendre sa langue maternelle, le Kituba. Grâce aux encouragements de sa copine, le héros effectue un retour aux sources qui lui permettra de lutter avec l'appui de Tessa pour la promotion au rang de langue nationale de 3 langues de son pays. Le roman présente l'éternelle lutte entre les progressistes et les réformateurs. Ici, le camp des conservateurs est gardé par le père de Babingo, commis de l'administration coloniale, chrétien au grand jour, animiste loin des regards, qui pense que le nègre doit être une version revue et peu corrigée du blanc. A contrario, le jeune Alex représente le lignage des Africains qui refusent l'assimilation. Par ailleurs, c'est un roman résolument féministe qui repose sur le personnage de Tessa, laquelle, à défaut de devenir l'épouse de Babingo, en sera l'égérie pour ce qui est du combat pour la promotion des langues nationales. Je vous propose à présent un extrait du roman. Nous sommes page 23-24 et c'est un dialogue entre Babingo, Alès et sa copine Tessa. Pourquoi tes parents ne t'interdisent-ils pas de parler le Kituba? Insista-t-il. Alex, précise ta question, je ne la comprends pas. Chez nous, mes parents, et plus précisément mon papa, nous interdit de parler une autre langue que le français. Il ne veut pas que nous ayons un accent bantou en parlant la langue française. Il dit aussi que si nous ne nous habituons pas à nous exprimer en français à la maison, nous aurons du mal à suivre les leçons à l'école. La consigne de papa est stricte. Quiconque parmi nous essaierait de parler le téké, la langue du village, ou le kituba, la langue véhiculaire d'ici avec les domestiques, serait sévèrement puni. Tout le monde doit suivre la consigne. Je pense que la consigne de ton père est difficile à comprendre. La majorité des habitants ici, dans la cité, ne parlent que le kituba. À part cette langue et 3 ou 4 autres parlées du pays, ma mère ne connaît aucune langue étrangère. Elle ne comprend pas le français. D'ailleurs, qu'elle parle ou non le français, cela n'a aucune importance puisque chez nous, tout le monde s'exprime en Kituba. Si tu veux te faire comprendre par la majorité des gens, tu dois apprendre à t'exprimer au moins en Kituba. Je comprends, mais comment pourrais-je ne pas respecter la consigne de mon père sans me trahir?
Je veux bien commencer à apprendre à parler le Kituba avec toi, mais comment faire après pour ne pas me tromper et continuer à m'exprimer dans cette langue avec les domestiques à la maison? Écoute, c'est simple. Tu choisis une seule personne en dehors de chez toi avec qui tu parleras le Kituba. On dit que les enfants peuvent passer d'une langue à l'autre sans se tromper. C'est donc possible si tu fais un peu d'effort. Je veux bien t'entraîner à parler le Kituba, mais si tu acceptes, nous parlerons seulement cette langue ensemble entre l'école et la maison. Les deux adolescents avaient alors décidé de ne parler que le Kituba entre eux tous les matins sur le chemin de l'école, bravant ainsi l'interdit de Papa Makuta. C'était donc le livre du jour, Babingo au nom des acculturés de Moussiba Oumazu, 276 pages, paru en 2018 aux éditions du Flamboyant à Cotonou. Merci à vous pour l'attention. Voilà, Christelle Maya, un roman qui traite à la fois de la promotion des langues nationales, mais aussi à la fin, vous avez vu, et c'est deux amoureux, deux adolescents amoureux. Peut-être à cause de la fille, le garçon est intéressé maintenant à apprendre sa langue, sa langue maternelle, comme on le dit. Ça vous donne envie de lire quand même, là? Oui, mais surtout, j'ai souligné, en fait, la lecture, ça fait voyager. Et ça me ramène un peu à votre question de démarrage par rapport à la question de déviance. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de déviance aujourd'hui? Qu'on le veuille ou non, les enfants prennent connaissance de ce qui se passe autre part. Et ce que j'ai souligné aussi dans ce passage qui a été lu, nous voulons que nos enfants respectent nos us et coutumes, mais en même temps, nous voulons faire les Akowe. On ne veut pas qu'ils parlent les langues traditionnelles, mais on veut qu'ils parlent français. Mais on veut qu'ils parlent français, qu'ils utilisent des mots qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils aient un comportement lié à une langue qu'ils n'ont pas le droit de parler ni de comprendre. Les enfants sont dans un environnement assez, je vais dire, controversé, assez difficile du fait, et de cela fait que nous avons aujourd'hui des jeunes qui ne sont pas stables psychologiquement, parce qu'ils sont tout le temps dans la dualité. Donc en écoutant ce beau passage, j'ai noté contradiction culturelle. Parce que la déviance dont on le parle par rapport à nos normes. Je vais vous donner un exemple, un tout petit exemple. Nous travaillons dans une école, et dans cette école, il n'y avait que des filles. La majorité vous parle, elles veulent dire qu'elles ont un petit ami, mais elles te disent un conjoint. Oh my God. Rapide, hein? Oui, mais... Oui. Parce que non, c'est pas qu'elles sont pressées. C'est là le problème. Dans leur culture, il n'y a pas de mot pour dire petite amie. Ok. Dans certaines, il n'y a pas de petit ami. Tu n'as pas le temps d'avoir un petit ami. À souhait, tu vas, tu te maries. Ah oui, c'est vrai. Le conjoint direct. Le conjoint. Et elles sont dans une école religieuse où on dit que le sexe, c'est avec son conjoint. Ok. Mais elles vont au sexe, mais on a oublié de dire que le sexe, c'est avec le conjoint quand on est marié ou quand on vit dans une vie de couple. Donc, on laisse tout ça et elles ont pris conjoint. Et là, on leur explique, le mot que vous utilisez n'est pas approprié. Donc, même le choix des mots pose un problème par rapport à la compréhension que l'on a de ce qu'on doit attendre de l'autre. Donc, vous imaginez une gamine qui sort avec un garçon et qui pense que c'est son conjoint. Qu'est-ce qu'on nous demande par rapport au conjoint? Obéissance, disponibilité. Donc, elle devient ce qui me semble un peu contradictoire ou dérangeant là, vous avez parlé d'une école chrétienne, oui. Alors que les chrétiens prônent quand même une certaine union officielle à l'église et tout, avant de parler de conjoints. Oui. Mais on les laisse quand même avoir des conjoints. Non, ils ne savent pas. Ça, c'est au cours de nos échanges que nous, on a compris qu'elles ont des relations avec d'autres garçons. Mais le terme qu'elles utilisent pour désigner ce garçon... Parce qu'elles veulent rester conformes à leur éducation religieuse. Donc, il faut qu'au lieu de dire copain, parce que pour être qu'elles vont dire copain... Oui, mais en même temps, dans la religion, c'est pas... Bon, on ne va pas trop traiter cette discussion. C'est parce que Madame Maya, j'ai vu qu'elle était très intéressée par ce test et que j'ai voulu la laisser. Oui. Alors, Madame Maya, vous connaissez les astuces pour vous faire plaisir ou même vous faire plaisir à votre homme?
Oui, bien On sûr. en apprend sur le boulevard des femmes. Tout à l'heure, on va vous apprendre aussi comment faire un bain relaxant pour les pieds de monsieur. D'accord. C'est avec Yasmine Damata. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre rubrique Astuces ou recettes de femmes. Pour ce numéro, nous vous proposons un bain relaxant pour le pied de votre homme après une longue journée de travail. Pour en parler, un esthéticien. Nous, ce n'est pas une esthéticienne, mais un esthéticien. Venez avec moi, on va le présenter et on va vous présenter également l'astuce. Monsieur qui est rentré du boulot, tout fatigué, et madame qui voudrait quand même faire du plaisir, du bien à monsieur en s'occupant de monsieur. Alors pour cela, chez vous à la maison, vous aurez juste besoin d'une cuvette. Une cuvette où on pourra placer les deux pieds. Et dans cette cuvette, vous mettez de l'eau froide et ensuite de l'eau chaude pour en faire un mélange où on pourra avoir de l'eau tiède. Donc pour ça, on a préchauffé déjà de l'eau. On va demander à madame, voilà, de tiédir l'eau chaude. Donc vous mettez la main à chaque fois pour vérifier la température. Si elle vous convient déjà à vous, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Ok? Une température voisine de la température du corps humain. Donc vous faites le test en mettant votre main dans votre bassine. Ça peut aller, je vous récupère ça. Et pour être sûr, madame, vous demandez à votre chéri d'essayer de tremper un peu les pieds dans le bain. S'il trouve que c'est juste pour voir, vérifier la température. Et vous lui demandez, c'est vous la femme, est-ce que ça va? Ça vous convient? Chez vous, il faudrait vous assurer que l'eau arrive au niveau de la cheville. Au niveau de la cheville. Donc quand vous avez dit que monsieur a placé ses pieds, vous pouvez rajouter de l'eau et vous mettez aussi de l'eau chaude pour que la température reste pareille et que l'eau atteigne la cheville. C'est très important. Alors, dans cette eau, vous allez mettre du sel, de préférence du gros sel. Si vous n'avez pas du gros sel, ça se vend au marché. Si vous n'avez pas du gros sel, vous pouvez mettre du sel de cuisine. Pas de problème. Alors là, on va demander à madame de mettre au moins 2 cuillères pleines de sel. Voilà, un peu partout. Je sais que, mesdames, vous êtes en train de vous demander pourquoi le sel. Pourquoi le sel? Pourquoi le sel? C'est pour son effet émollient, adoucissant. Ok? Donc c'est pour ça qu'on met le sel dans l'eau. Maintenant, dans cette même eau, si vous voulez à la maison, vous prenez quelques tranches de citron. Vous pressez un peu le citron dans l'eau. Quelques tranches d'orange aussi, pourquoi pas. C'est des agrumes et ça fait du bien à la peau. Donc vous pouvez mettre ces agrumes également dans votre bassine. Maintenant, parce que le pied reste enfermé dans la chaussette et dans la chaussure, quelquefois, il y a certaines personnes qui ont une forte transpiration au niveau des pieds. Donc, et cette transpiration peut, à la longue, si on ne soigne pas les pieds,
provoquer quelques petits problèmes au niveau des plis des orteils. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le pied vient de sortir des chaussures, on va mettre un petit peu de désinfectant. Et ce désinfectant, vous pouvez le trouver n'importe où au marché. Voilà, au moins la moitié du bouchon, c'est bon. Versez ça dedans. Voilà. Pour remplacer ça aussi, si vous avez du vinaigre de cidre également, ça fera l'affaire. Donc ça, c'est pour désinfecter. Du vinaigre de cidre aussi, c'est pour désinfecter. Et si vous voulez, toujours pour la beauté de la peau et du pied, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Alors, si tout ça est fait, on va demander à monsieur de tremper ses pieds dans la bassine déjà apprêtée. Après les 20 minutes, elle a une petite serviette. Voilà, pour les 2 pieds arrangés. Anita, pourquoi vous êtes pressée? Vous pouvez le regarder, le faire pour vous-même, hein, si vous n'avez pas envie de le faire à monsieur. Je ne suis pas pressée, j'ai plutôt envie de dire que ce serait bien qu'on nous montre l'inverse, que monsieur lave les pieds de madame aussi, que ce soit vice-versa, qu'on ne montre pas seulement... Pourquoi êtes-vous si féministe à ce point? Non, ce n'est pas du féminisme, on peut se donner du plaisir de façon réciproque. Mais donc, pour l'instant, souffrez que nous œuvrons pour faire du bien à nos hommes, afin qu'ils nous permettent de toujours aller et de venir. Oui, qu'on fasse du bien à nos hommes, mais qu'en retour, ils puissent le faire aussi. En le faisant, ils vont apprendre à nous le faire aussi. Ça, c'est clair. Ou bien, Madame Maya? Exactement. Mais voilà, lentement, mais sûrement, Boulevard des femmes est en train de tirer à sa fin. Christelle Maya, nous abordons le dernier virage de cette émission. Dites-moi. Mais nous avons encore envie de découvrir quelques facettes de vous. Et c'est à travers cette rubrique. Coquine taquine. On n'a pas encore commencé, elle dit que ça la désarme. Mais non, dis-donc, on est gentil ou bien les filles? Elle est pressée de savoir ce qu'on veut lui demander. On veut juste savoir, vous arrivez-t-il de fouiller dans le téléphone de votre mari? Non. Ah oui? J'ai eu à le faire et ça m'a pas du tout arrangé. Nuit blanche. C'est ça. C'était quelle position vous avez adoptée? Palpitation, transpiration. C'était quelle position vous avez adoptée? Il était sous la douche, donc c'est fouillé. Et après, tu trembles, quoi. Tu sais plus pourquoi tu as pris le téléphone. Et tu veux surtout remettre le téléphone, que l'écran se retrouve comme cela se doit, comment il a déposé et tout, parce que tu sais que tu n'as pas à réagir sur le coup, puisqu'on saura que c'est dans le téléphone que tu as pris. Donc, tu as envie de garder l'opportunité de regarder encore une prochaine fois. Donc, tu ne veux pas qu'on sache que c'est en regardant dedans tout en ayant mal, en fait. Hein, ça, je vous assure. Au restaurant, votre mari n'a Dieu que pour une jeune dame très belle et sexy. Quelle sera votre attitude? Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je vais me lever, aller dire à la dame qu'il le regarde parce que je sais que ça va le déranger et il va arrêter. Tranquillement. Tout aussi simple que ça. Je ne peux pas l'empêcher de regarder, mais je sais que je peux l'obliger d'une autre manière à se consacrer. Un instant, vous allez dire à la dame, mon mari vous regarde. Oui. Je pourrais ne pas lui dire que c'est mon mari. Je vais dire, madame, vous êtes très belle parce que ce monsieur, il n'arrête pas de vous dévisager. Il sera là, ça le déconcentre net. Moi, même ça me déconcentre déjà. Là, ça désarme. Et j'ai fini avec cette histoire. C'est une bonne tactique, ça. Anita, apparemment, ça vous dit, hein? En fait, c'est des aptitudes, en fait. C'est la confiance en soi qui amène ça. Parce qu'après, il va te dire, qu'est-ce qui t'a prouvé que c'est elle que je regarde? Pourquoi? Et ça va gâcher le moment. Donc, tu lui dis rien, tu te lèves,
Voilà, Christelle Maya, on a vraiment eu du plaisir à partager ces 52 minutes avec vous. Vous ne nous suffisez pas, hein, comme on le dit chez nous, mais on va devoir vous laisser partir. Merci infiniment pour ce beau moment de partage. On espère vous retrouver sous une autre facette de notre émission. Voilà, c'était notre invitée au fil rouge, Anita Makos. Merci. Merci Gisèle. Mirabel Akwaki, merci à vous aussi. Merci, c'est fini pour ce numéro. On dit un grand merci à toute l'équipe technique dirigée de mes deux maîtres par une autre Christelle, notre réalisatrice. Allez, bye bye, à très bientôt.